Donc on va entamer cette première séance par une petite présentation du système nerveux central et périphérique. Alors ce tutorat online va entrer dans le cadre de l'enseignement à distance que Tipedia va essayer de vous procurer pendant cette période de confinement. On a décidé de commencer par la présentation du système nerveux central et périphérique afin d'introduire le nouveau chapitre, la nouvelle unité de neurophysiologie qui est enseignée en deuxième année. Alors on va commencer par une petite introduction. Qu'est-ce que le système nerveux central et périphérique, leurs différences, que ce soit en anatomie ou en physiologie, leurs fonctions et ce qu'il faut retenir de tout ça. Alors ce sera une présentation assez courte, entre 15 et 20 minutes maximum. Ce sera juste pour vous familiariser un petit peu avec le système nerveux avant d'entamer le reste du chapitre qui va venir dans les jours suivants. Alors, tout d'abord, le système nerveux en définition, classification. Il faut savoir que notre système nerveux est divisé en deux grands groupes, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Alors, pour le système nerveux central, on peut le diviser en trois. On a la moelle spinale, qui est logée dans la colonne vertébrale. On a le tronc cérébral, qui est logé dans la boîte crânienne, au niveau de la fosse postérieure, et les hémisphères cérébraux, qui sont également à l'intérieur de la boîte crânienne. Pour les systèmes nerveux périphériques, on le divise en deux également. On a les systèmes nerveux autonomes, qui va un petit peu s'occuper de toutes les fonctions involontaires de notre corps, tout ce qui est métabolisme, etc. Et le système nerveux somatique qui va s'occuper plutôt de la partie volontaire, tout ce qui est mouvement, muscles squelettiques, etc. Alors pour bien comprendre l'anatomie et la classification du système nerveux, surtout central, il faudra revenir à son embryologie. Alors il faut savoir que l'embryon, au tout début de sa maturation, est au stade tridermique. Il va posséder trois couches. On a d'abord l'ectoderme ou l'ectoblaste. On aura ensuite le mésoblaste et en dessous, on aura l'entoblaste. Alors, de l'ectoblaste, on va avoir la formation de ce qu'on appelle la crête neurale qui va donner le précurseur du système nerveux central qu'on appelle le neurectoblaste. Alors, ce neurectoblaste, il va former ce qu'on appelle des vésicules. Alors au tout début, on aura la formation de trois vésicules. La première vésicule, c'est ce qu'on appelle le prosencéphale, qui est tout en haut. Ensuite, le mésencéphale, qui est au milieu. Et enfin, le rhombencéphale. Alors ces trois vésicules, suite à la maturation, certaines vont se diviser, certaines vont rester telles quelles. Celles qui vont se diviser, c'est le prosencéphale et le rhombencéphale. Le prosencéphale va donner le télencéphale, qui sera à l'origine des hémisphères cérébraux, et le diencéphale qui sera à l'origine du diencéphale. Le mésencéphale va rester tel quel, et le rhombencéphale va se diviser en deux. Il va donner le métencéphale qui sera à l'origine du tronc cérébral et du cervelet, et il va donner le myélencéphale qui sera à l'origine du bulbe rachidien. Alors tout ça pour dire que de caudale en rostral, on aura d'abord en bas le bulbe rachidien ou la moelle allongée, suivi du tronc cérébral et en arrière le cervelet, ensuite le mésencéphale ou les pédoncules cérébraux, puis le diencéphale qui sera entouré par les hémisphères cérébraux. Très bien. On va commencer par le système nerveux central, qui est composé donc de la moelle spinale, le tronc cérébral et en arrière le cervelet, et enfin les hémisphères cérébraux. Alors ce qu'on voit ici, c'est une vue latérale de la partie plutôt supérieure du système nerveux central. Alors on a ici les hémisphères cérébraux, on a le cervelet en arrière, on a le tronc cérébral ici, et tout cela va se continuer par la moelle spinale. Alors on va commencer donc par la moelle spinale. La moelle spinale, c'est un cordon qui va lier euh, le, le-
le cerveau à la périphérie, c'est-à-dire que toute information qui doit aller du cerveau vers la périphérie doit passer par la moelle spinale, et toute information qui va de la périphérie vers le cerveau doit obligatoirement passer par la moelle spinale. C'est une sorte d'autoroute des influx nerveux. Alors elle est située au centre de la colonne vertébrale, dans le canal de la colonne vertébrale. Elle va s'étendre du trou occipital, ici, jusqu'à l'espace intervertébral L1, L2, où elle va se terminer par ce qu'on appelle le cône médulaire. En dessous du cône médulaire, pardon, vont s'élancer des petites racines rachidiennes qui vont former ce qu'on appelle la queue de cheval. La moelle spinale est formée de segments. Alors, il faut savoir que les segments de la moelle spinale ne sont pas forcément en rapport avec les vertèbres. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si le segment C1 est plus ou moins proche de la vertèbre C1, en bas, on aura les racines rachidiennes, par exemple, des segments L1 qui seront là, alors que la vertèbre L1, elle est située ici. Donc les segments médulaires ne sont pas forcément en rapport avec les vertèbres, avec les vertèbres qui portent le même nom. Le tronc cérébral ensuite. Alors le tronc cérébral, c'est comme un petit pont qui va relier la moelle spinale au cerveau. Alors bon, le tronc cérébral il est formé de trois parties. Nous avons en bas le bulbe rachidien ou la moelle allongée. Alors la moelle allongée qui va donner naissance à plusieurs nerfs crâniens, la moelle allongée où va cheminer la partie la plus importante du faisceau pyramidal qui va contrôler nos mouvements volontaires. On a également le pont, qui est la partie la plus protubérante du tronc cérébral, d'où son ancien nom, la protubérance. Cette protubérance va servir de liaison entre le tronc cérébral et le cervelet qui est en arrière. Et enfin, le mésencéphale qui n'est pas représenté dans ce schéma et qui va représenter un petit peu les pédoncules cérébraux, qui sont une sorte également de liaison entre le tronc cérébral et, et le cerveau et les hémisphères cérébraux. C'est ce qu'on appelle le mésencéphale. Alors le mésencéphale est composé en avant des pédoncules cérébraux et en arrière ce qu'on appelle du tectum et du tegmentum, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tubercules quadrijumeaux ou la plaque quadrijumelle qu'on verra en détail un peu plus tard en physiologie. Pour le cervelet, alors le cervelet c'est un petit cerveau, d'où son nom, il est situé ici en arrière du tronc cérébral. C'est un cerveau qui est involontaire et inconscient. C'est un cerveau qui est involontaire et inconscient, situé juste en arrière du pont. Alors le pont va servir de quoi? Ben, il va servir de liaison, il va contenir les neurones qui vont lier le tronc cérébral, la moelle ou le cerveau au cervelet. Donc toute information qui doit arriver au cervelet passera obligatoirement par le pont. Le tronc cérébral et le cervelet ici sont situés dans une cavité anatomique qu'on verra tout à l'heure et qu'on appelle la fosse postérieure. Alors pourquoi c'est important de connaître cette fosse postérieure? Ben parce qu'il y a certaines tumeurs, notamment chez l'enfant, qui se développent aux dépens de la fosse postérieure et qui auront certains signes cliniques caractéristiques qui pourront les identifier. On arrive enfin au cerveau. Alors le cerveau il est situé dans la boîte crânienne. Il est composé de deux hémisphères. Ici on a une vue médiale d'un hémisphère. Et il est composé également du diencéphale. Alors les deuxièmes années, comme vous le savez, le diencéphale, c'est là où est-ce qu'on trouve le thalamus, l'hypothalamus et l'hypophyse, donc le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors les hémisphères cérébraux, ils sont très très riches. Les hémisphères cérébraux, ils sont très très riches ils sont riches en substances grises, c'est-à-dire qu'ils sont riches en noyaux, en corps cellulaires. Et comme la substance grise et les corps cellulaires sont très richement interconnectés entre elles, forment beaucoup de synapses, ben, c'est-à-dire que le cerveau constitue le centre de traitement des influx nerveux qui arrivent, et aussi, et par exemple,
C'est de là que vont naître des influx nerveux, comme dans le système pyramidal par exemple, et ces influx nerveux vont être responsables de notre motricité, de notre sensibilité, de nos facteurs cognitifs, etc. Alors ceci est une image IRM en T1. Qu'est-ce qu'on voit ici? Voici notre cerveau, notre hémisphère cérébral. Voici le diencéphale. Voici le tronc cérébral avec le mésencéphale, le pont, la protubérance et la moelle allongée qui va se continuer par la moelle spinale. On a ici le cervelet en arrière. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a dit tout à l'heure que le cervelet et le tronc cérébral sont situés dans une région anatomique qu'on va appeler la fosse postérieure, qui est située à peu près ici. La fosse postérieure qui va contenir donc le cervelet et le tronc cérébral. Aussi grande différence au niveau du système nerveux central. Grande différence au niveau du système nerveux central, eh bien, c'est que la disposition de la substance blanche et de la substance grise est différente selon où est-ce qu'on se trouve dans le système nerveux central. Alors, comme on le sait, au niveau du cerveau, c'est le cortex qui est riche en substance grise, qui est riche en corps cellulaire. Et ce cortex, comme vous le voyez ici, comme on le voit ici, c'est le lieu de naissance de l'influx nerveux. Donc il est riche en corps cellulaire et c'est de la substance grise. Tandis que la substance blanche, elle est plutôt riche en fibres nerveuses, donc en axones. Tout le contraire de la moelle spinale où la substance grise ici, elle est plutôt centrale. La substance grise dans la moelle spinale, elle est centrale, tandis que la substance blanche, elle est périphérique. Donc ici, on a les corps cellulaires qui sont situés au niveau du centre de la moelle, tandis que la substance blanche sera en périphérie justement pour aller communiquer avec la périphérie. Donc en gros, la grande différence, c'est que au niveau du cerveau, au niveau des hémisphères cérébraux, la substance grise, elle est périphérique, c'est le cortex cérébral qui est riche en corps cellulaire et en noyaux, tandis que la partie centrale, elle est riche en axones, donc en myéline, donc en substance blanche, tout le contraire de la moelle spinale, où la substance grise, riche en corps cellulaire, est plutôt centrale, et la substance blanche, elle est périphérique. Alors, il faut savoir qu'au niveau des hémisphères cérébraux, eh bien, on a une partie, on a au sein de la substance blanche quelques amas de cellules, un amas de substance grise qu'on appelle des noyaux, ce sont les noyaux gris centraux, également présents au niveau du système nerveux, au niveau pardon, du tronc cérébral qui forment les noyaux propres du tronc cérébral. Donc, au sein de la substance blanche dans les hémisphères cérébraux, au sein de la substance blanche dans l'encéphale, eh bien, on peut trouver des amas de substance grise, des amas de noyaux, des amas de corps cellulaires qui vont former des noyaux. Quand ils sont au niveau du cerveau, des hémisphères, on va plutôt appeler ça les noyaux gris centraux. Quand ils sont au niveau du tronc cérébral, on appellera ça plutôt les noyaux propres du tronc cérébral. Chaque partie du tronc cérébral possède des noyaux qui vont donner naissance soit à des nerfs crâniens, soit ce seront des terminaisons de relais de conduction, etc. On verra ça dans un prochain cours. Pour le système nerveux périphérique, alors on va le diviser en deux, le système nerveux autonome et le système nerveux somatique. Alors pour le système nerveux autonome, aussi il est divisé en deux. On a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors le système nerveux sympathique, comme on le sait, c'est ce qu'on appelle le système fight or flight, c'est-à-dire combattre ou fuir. C'est le système nerveux qui va entrer en action lors d'un état de stress. Donc il va causer une augmentation du métabolisme, une tachycardie, des sueurs, une vasoconstriction périphérique, avec, avec augmentation du flux sanguin vers les organes nobles. Il va aussi entraîner
une diminution de tout ce qui est digestif et urinaire, donc il va entraîner une diminution de la motricité digestive, une hypertonie des sphincters, etc. Pour le système nerveux sympathique, donc, il va prendre naissance au niveau thoraco-lombaire et il va faire relais au niveau de certains noyaux qui sont situés juste à côté de la moelle. Ce sont ce qu'on appelle les noyaux ou les ganglions paravertébraux. Alors, ces ganglions paravertébraux sont des relais obligatoires des nerfs du système nerveux sympathique. Pour les systèmes nerveux parasympathiques, par contre, pour le système nerveux parasympathique, par contre, c'est ce qu'on appelle le système Rest and Digest. C'est quoi Rest and Digest? C'est-à-dire que c'est le système qui va entrer en vigueur lorsqu'on est en état de repos. Donc, c'est ce qui va favoriser une vasodilatation périphérique, c'est ce qui va favoriser la digestion, donc une augmentation de la motricité digestive avec hypotonie des sphincters. Il va également entraîner la contraction du détrusor pour favoriser la miction, etc. Lui, il prend naissance plutôt en céphalo-sacré. Et il ne fera pas relais au niveau de ganglions paravertébraux comme pour le système nerveux sympathique, mais il fera relais dans des petits ganglions qui sont directement situés au niveau de la paroi des organes à innerver. C'est un petit peu comme les plexus de Meissner et Auerbach qu'on retrouve dans le système digestif. Donc le système nerveux autonome, il est divisé en deux. On a le système nerveux sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui va entrer en action lorsqu'on est dans un état de stress, c'est fight or flight, donc tachycardie, vasoconstriction périphérique et inhibition de la digestion et de la miction. Tandis que le système nerveux parasympathique, c'est lui qui va entrer en action lorsqu'on est en état de repos. C'est le système dit rest and digest, qui est céphalo-caudal et qui va entraîner donc une augmentation de la motricité digestive, une stimulation de la miction, une vasodilatation périphérique, etc. Donc on en a fini avec le système nerveux autonome. On va passer au système nerveux somatique. Donc le système nerveux somatique, c'est celui qu'on a étudié en première année, c'est-à-dire tout ce qui est nerfs qui vont innerver nos muscles. Donc c'est la motricité volontaire. Et ils seront également responsables de la sensibilité cutanée, bien sûr. Alors pour le système nerveux somatique, il est composé donc de plexus, comme le plexus brachial au niveau de la ceinture scapulaire et le plexus lombosacré au niveau de la ceinture pelvienne. De ces plexus vont se former des troncs nerveux, puis des nerfs périphériques, tout ce qui est nerf brachial, nerf ulnaire, nerf radial, et en bas tout ce qui est nerf sciatique, nerf fémoral, etc., qui vont venir innerver notre peau, nos membres, nos muscles, notre paroi abdominale, etc. C'est ce qu'on appelle le système nerveux somatique. Les fonctions sont assez simples à retenir. Et c'est ce qu'on va étudier prochainement en physiologie, c'est ce qui nous importe. Alors pour la moelle spinale, elle a deux grandes fonctions. La première fonction, euh, elle est prise en charge par la substance plutôt grise, c'est ce qu'on appelle les réflexes médulaires. Alors comme on sait, nous avons tous des réflexes, ils sont tous connus, on s'est tous amusés à les utiliser, à les tester, comme par exemple le réflexe rotulien, c'est le plus fréquent. Alors ce genre de réflexe, eh ben, ils ont une voie afférente, un centre nerveux, une voie efférente. Alors la voie afférente va venir, euh, elle va venir se jeter dans la substance grise de la moelle spinale pour revenir vers le muscle et lui ordonner de se contracter. Donc si on essaye de schématiser cela, on a un récepteur qui va revenir vers la substance grise, puis revenir vers le muscle pour entraîner sa contraction. Ça, c'est ce qu'on appelle le réflexe médulaire. Alors le réflexe médulaire pour moelle, il est pris en charge par la substance grise. La deuxième fonction, c'est la fonction de conduction de la moelle et elle est prise en charge par la substance blanche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, cette fonction de conduction de la moelle, elle va faire en sorte d'acheminer les informations, les influx nerveux de la périphérie vers le cortex cérébral en passant par différents relais. Et comme on le sait,
Eh bien, pour transmettre de l'information, on a besoin d'axones. Et les axones, c'est de la substance blanche. Donc, les fonctions de les fonctions de conduction de la moelle sont prises en charge par la substance blanche. Au niveau du tronc cérébral, alors on a ce qu'on appelle les réflexes du tronc, les réflexes, c'est-à-dire tout ce qui est réflexe médian de la face, tout ce qui est réflexe cornéen, vomitif, vélopalatin, etc. On a également la naissance du système nerveux autonome, on a également la naissance des nerfs crâniens. Tous les nerfs crâniens naissent du tronc cérébral, sauf le 1 et le 2. Le nerf olfactif qui va naître du bulbe olfactif au niveau du télencéphale, donc au niveau des hémisphères cérébraux, au niveau de la base des hémisphères cérébraux, et le nerf optique qui va plutôt naître du chiasme optique, donc du diencéphale. On peut rajouter une autre fonction du tronc cérébral. Cette fonction, c'est la régulation supraspinale des réflexes médulaires, dont on va parler lors d'un prochain cours. Au niveau du cervelet, alors le cervelet, comme on a dit, c'est un petit cerveau involontaire, donc il va essayer de s'occuper de tout ce qui est fonction involontaire de notre corps, donc la statique, le fait de tenir debout en équilibre, et la coordination des mouvements. Donc comme on le sait, enfin comme certains d'entre vous le savent peut-être, il y a des gens qui ont eu des, des lésions du cervelet qui ne peuvent plus coordonner leurs mouvements, ce qu'on appelle l'adiadococynésie, ou encore qui ne peuvent plus tenir debout, c'est ce qu'on appelle l'ataxie. Et bien, toutes ces fonctions sont prises en charge par le cervelet lorsqu'il est complètement sain. Au niveau du cerveau, donc la principale fonction du cerveau, c'est ce qu'on appelle les fonctions supérieures. Et les fonctions supérieures sont définies par l'intégration des influx nerveux qui naissent par la périphérie et arrivent au cerveau, et enfin les fonctions de cognition, donc tout ce qui est mémoire, tout ce qui est praxie, etc. Donc si on essaie de reprendre, la moelle spinale, c'est donc les réflexes et les fonctions de conduction. Au niveau du tronc cérébral, on a les différents réflexes des nerfs crâniens, on a la naissance du système nerveux autonome, on a la naissance des nerfs crâniens sauf le 1 et le 2, on a la régulation supraspinale des réflexes médulaires. Au niveau du cervelet, c'est tout ce qui est involontaire, donc la statique et la coordination des mouvements. Et au niveau du cerveau, on aura une fonction d'intégration et une fonction de cognition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le système nerveux est divisé en deux. Donc, c'est le système nerveux central et périphérique. Le système nerveux périphérique est représenté par son contingent somatique qui va venir s'occuper de tout ce qui est mouvement volontaire de notre corps. Donc, il va donner naissance au plexus et au tronc nerveux et aux nerfs qui vont innerver nos muscles et notre peau. Et son contingent autonome, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc le sympathique, c'est le fight or flight, état de stress, et le système nerveux parasympathique, c'est le rest and digest, donc un état de repos. Le système nerveux central, lui, est représenté par la moelle spinale, le tronc cérébral avec en arrière d'elle le cervelet et le cerveau. La moelle spinale qui va s'occuper des fonctions de conduction et des réflexes médulaires, le tronc cérébral qui va donner naissance au un nerf crânien avec leurs différents réflexes, ainsi que la régulation supraspinale des réflexes médulaires, le cervelet qui va s'occuper de tout ce qui est involontaire, donc tout ce qui est euh, station debout, statique et coordination, et enfin le cerveau avec ses fonctions supérieures, cognition, intégration, etc. La moelle spinale donc est reliée à la périphérie par ce qu'on appelle les racines rachidiennes, donc chaque racine rachidienne va naître d'un segment médulaire pour aller ensuite innerver la périphérie, et ces racines rachidiennes feront l'objet du prochain cours de notre série, et merci beaucoup.